aujourd'hui, donc je m'appelle Guylaine Spagnol, je vais être animatrice d'un panel et je suis en compagnie avec les autrices Nadia Chanville, que vous voyez sur le grand écran, Mireille Gagné et Catherine Leroux, pour la table ronde Écrire la dystopie quand on vit dans une dystopie. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Et bonjour Nadia. Avant de commencer la conversation, je vais faire un petit tour de présentation des autrices qui sont présentes. Je vais commencer à l'écran, en direct de la Martinique où elle vit, Nadia Chanville. Nadia Chanville est une romancière martiniquaise, ainsi qu'enseignante en histoire et géographie au lycée Victor Scholler et à l'Université des Antilles. Sa carrière d'autrice commence très tôt, puisqu'en 2004, elle remporte plusieurs concours littéraires, dont le prix Jeune René Maran. L'année suivante, elle publie son premier roman, Rose de Végastrie, premier tome d'une trilogie de fantaisie achevée en 2015. Elle est aussi l'autrice en 2019 du livret de la pièce musicale Cosmique, présentée par l'artiste beatbox Ven à Tropicatrium, scène nationale de Martinique. Et en 2023, elle publie le roman Mon cœur bat vite aux éditions Mémoire d'Encrier, un roman fantastique qui questionne les identités et les crises des sociétés afrodescendantes. Bonjour Nadia. Très bien. Il y a un petit délai, je pense. À côté de moi, Mireille Gagné. Donc Mireille Gagné est romancière, nouvelliste et poète, née à L'Île-aux-Grues et qui vit actuellement à Québec. Depuis 2010, elle a publié 5 recueils de poésie, 2 recueils de nouvelles et 2 romans aux éditions La Peuplade, dont le très remarqué Le Livre d'Amérique en 2020, pour lequel elle a été, attention, je cite, lauréate du prix des Horizons imaginaires en 2021, lauréate du prix Une ville, un livre en 2021, lauréate du prix de création littéraire 2021 du Salon international du livre de Québec et de la ville de Québec, celui-là il était long à dire, et finaliste de nombreux autres prix littéraires, la liste est longue, et son dernier roman, paru en 2024, Frappe à bord, est un récit d'anticipation au message écologique très fort. Voilà, bonjour Mireille. Bonjour. À côté de Mireille Gagné, Catherine Leroux. Je fais ma petite présentation tout chaud. Donc, Catherine Leroux est romancière, scénariste, traductrice et éditrice montréalaise, dont l'œuvre est publiée aux éditions Alto. Son roman Le Livre mitoyen, paru en 2013, a été couronné du prix France-Québec et sa version anglaise a été en lice pour le prix Scotia-Bank-Given. Publié en 2015, Madame Victoria a remporté le prix Adrienne Choquette. L'avenir, paru en 2020, a aussi le prix Jacques Brossard et sa version anglaise a été mise à l'honneur au concours Canada Reads. Catherine Leroux a par ailleurs signé plusieurs traductions, dont Nous qui n'étions rien de Madeleine Tien, je ne sais pas comment dire, pour laquelle elle a reçu un prix littéraire du gouverneur général. Son dernier roman d'anticipation, Peuple de verre, est paru cette année, roman dans lequel Catherine Leroux explore les notions de chez-soi et de survie alors que la crise du logement au Québec fait rage. Bonjour Catherine. Bonjour. Aujourd'hui, on est donc réunis toutes les quatre pour parler de dystopie. Ou plus précisément, le thème est écrire la dystopie quand on vit dans une dystopie. Écrire pour prévenir, pour amener une prise de conscience avant qu'il ne soit trop tard. La dystopie n'est-elle pas le genre littéraire qui permet de faire le mieux écho à nos conditions de vie actuelles comme les crises climatiques, politiques, sociales et économiques? Alors, avant de vous écouter sur le sujet, je me permets d'abord de revenir sur ce qu'est une dystopie, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est une dystopie et qui aimeraient un peu plus de clarté à ce sujet. La dystopie, c'est un genre littéraire souvent associé à la science-fiction, plus particulièrement aux romans d'anticipation. On considère que des œuvres et leurs auteurs comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Raymond Bradbury ou les autres de Ziad Tin sont les précurseurs du genre. C'est un genre qui a particulièrement le vent en poupe ces dernières décennies, on va dire, avec des exemples plus récents comme Hunger Games ou Silo,
et l'adaptation en film ou télésérie d'œuvres phares comme La Servante écarlate de Margaret Atwood, roman qui date pourtant de 85 mais qui résonne toujours autant avec l'actualité. Enfin, pour donner une description plus précise du genre, je vais donner la définition donnée par le site spécialisé en littérature de l'imaginaire Noosphère que je trouve vraiment bien tournée et appropriée à notre table ronde. La dystopie, c'est le pire des mondes. Un monde dominé par un État omniprésent et tout-puissant, où l'individu n'existe pas et où la liberté est un rêve oublié. Un monde pollué et surpeuplé, exploité par des multinationales plus soucieuses de profit que d'écologie, où survivre est un combat. Un monde où les loisirs des uns sont mortels pour les autres, où les livres sont brûlés, où y être est une condamnation à perpétuité si on ne dispose pas d'argent, de la bonne couleur de peau ou du code génétique adéquat. Un monde où l'espoir n'existe pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La dystopie, ça met finalement la face sur des réalités encore très actuelles dans nos sociétés. Ça les amplifie à l'extrême pour montrer les dérives qui peuvent en découler, le pire du pire. Mais ça s'inspire de quelque chose de bien concret. À sa façon, chacune d'entre vous en l'une ou plusieurs de ces réalités que les gouvernements cherchent à masquer, préfèrent éluder les problèmes plutôt que de les régler. J'aimerais donc entendre votre avis sur le sujet. Et on va commencer par Mireille. Oui. Ouais. Mireille, dans Frappe à boire, vous imaginez qu'en 2024, une canicule sans précédent frappe le Québec. Dans la région de Montmagny, depuis des dizaines de frappes à boire s'insinuent à travers la moustiquaire de Théodore, notre personnage. À la radio, les journalistes signalent de plus en plus de cas de violence dans les foyers. Le roman se déroule en fait en deux temporalités, puisqu'on est aussi en 1942, avec Thomas, un spécialiste des insectes, qui embarque avec d'autres scientifiques de différents pays sur un projet militaire confidentiel au cœur de Grosse-Île. Là, au milieu des marécages odorants, il va découvrir une sorte bien spéciale de frappe à bord. Et ce sont eux, finalement, les vrais protagonistes du roman, puisqu'entre deux chapitres consacrés à Théodore et Thomas, vous donnez la voix à l'une de ces mouches, une prédatrice avide au sang-froid qui frémit de sa vengeance. Et vous délivrez un message écologique puissant. À travers ce roman qui est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est ça dont je vais aussi te faire parler, puisqu'il y avait vraiment un laboratoire à Grosse-Île, et qu'ils ont effectivement fait des choses qu'ils ont après enfouies dans le Saint-Laurent. Donc, imaginez qu'en 2024, ça puisse se retourner contre nous. C'est pas si fou, en fait. Moi, j'ai commencé à vouloir travailler sur ce sujet-là. Donc, je suis allée questionner beaucoup de gens, en fait, des enfants, des petits-enfants d'hommes et de femmes, dans le fond, qui ont travaillé sur cette île-là pendant le laboratoire de guerre. Dans le fond, c'est l'armée britannique, américaine et canadienne qui se sont alliés pour faire un laboratoire de guerre sur la Grosse-Île. Donc, il y a plein de chercheurs qui ont été amenés de travers le monde, qui ont travaillé sur des virus très virulents. Ils ont travaillé sur l'anthrax aussi. Il y aurait eu assez d'anthrax pour tuer, je pense, 10 fois la population mondiale de l'époque, là, donc, qui ont été créés à travers ces années-là. Puis, donc, je suis allée interviewer toutes ces personnes-là qui ont travaillé sur la Grosse-Île, ont vraiment le devoir de signer des papiers de confidentialité. Ils n'ont pas le droit de divulguer ce sur quoi ils travaillaient. Donc, très peu de ces hommes et de ces femmes ont parlé, en fait, de ce qui s'était passé. Donc, moi, je suis allée chercher les commentaires, les anecdotes de leurs petits-enfants, souvent sur leur lit mort. Ces personnes-là avaient dévoilé quelques informations, puis même leurs petits-enfants croyaient que c'était de la démence ou c'était du délire. Et après la sortie du livre, plusieurs m'ont contacté pour me dire étonnamment ce qu'ils avaient entendu, puis ça faisait comme un peu sur ce pan d'histoire qui a été oublié. Donc, c'est un peu mon idée d'aller là, puis de mettre en lumière ces destins-là avec ces personnes-là. Puis, bien sûr, c'est ça, c'est là que la dystopie embarque. J'ai créé une espèce de livre, j'ai créé une espèce de plante, j'ai un peu bousculé l'histoire pour justement en arriver à une intention dans mon roman. J'ai même rencontré un spécialiste d'anthrax qui m'a dit il croyait vraiment être certain qu'il restait des traces d'anthrax sur la Grosse-Île. Puis il m'expliquait même un scénario, là, puis je vous le partage, mais si vous avez la Grosse-Île, ne pensez pas un jour si vous allez visiter. Mais
Imaginez qu'une souris, une petite fille, mettons, qui se promène sur la grosseur, qui ramène une souris qui est un peu malade dans son sac. La souris contaminée par un sport d'anthrax, bien évidemment, la petite fille ne le sait pas. La souris décède, elle avait un chat, le chat est contaminé, la petite fille est contaminée. Il m'expliquait le scénario selon lui le plus probable de contamination à l'anthrax par la grossine. Donc, tu sais, je me disais, quand même, j'ai quelque chose d'intéressant à aller fouiller là-dedans. C'était ma première rencontre, puis là, c'est là que le livre a vraiment commencé à prendre son envol. Mais c'est après toutes ces rencontres-là avec plusieurs personnes qu'on m'a alimenté sur des potentiels sur l'histoire, en fait, qu'est-ce qui pourrait devenir. Et en 2024, je ne voulais pas un futur très loin non plus, pour qu'il soit passé assez vite. Il est passé, c'était juin 2024. Donc, il y a une troisième temporalité à la fin, en 2028 également, en tant que volet. Ça termine en 2028. Tout à fait, tout à fait. Ce ne serait pas la première fois en même temps qu'un animal, qu'un insecte dans le monde dans lequel on vit, contaminé par un virus, réussisse à contaminer toute une population, toute une planète. On a peut-être récemment quand même des choses qui vont dans ce sens-là. Donc, ce que tu as écrit, finalement, on vit déjà plus ou moins dans un monde où tout ce qu'on fait, le gouvernement dans le passé, tout ce qu'on fait actuellement, sans prendre en fait aucune décision pour l'améliorer, fait en sorte que ça se dégrade au fur et à mesure et que ce que les gens imaginaient être de la dystopie il y a 100 ans, 50 ans, arrive aujourd'hui. Donc finalement, ce que tu écris, tu l'as fait en 2024 et pas plus loin parce que pour toi, on est déjà dedans, en fait. Ah, tout à fait. Oui, oui. Puis je pense que la littérature, je pense que c'est un peu ça aussi, c'est de mettre en lumière euh, tout ce que l'homme peut faire en pensant n'ayant aucune conséquence, qui finalement a des conséquences qui peuvent être très graves. Tu sais, l'effet papillon, donc, un seul geste, un petit laboratoire qui a été créé. Mais à l'époque, ils savaient les risques. Tu sais, il y a beaucoup de documents qui informaient les hautes autorités de tous les risques de travailler avec les risques de propagation, avec les mouches, justement, qui pouvaient être potentiellement trimballer être porteurs des spores d'anthrax, puis tout ça. Donc, ils savaient qu'ils avaient des risques, mais la machine avançait quand même. Je pense que c'est un peu ça, la grande réflexion que j'ai derrière à peu près tous mes livres, c'est pourquoi un geste isolé est accepté. Pourquoi ces gens-là continuent à faire un geste isolé? Puis, tu sais, je le dis moi-même dans mon travail, je fais des gestes isolés dans un ensemble. Je me dis, mais comment on peut supporter un morcellement de la vérité, en fait? Je pense que c'est ça qui alimente beaucoup mon processus d'écriture, c'est de mettre en lumière ça pour que justement on ait une prise de conscience que c'est pas normal qu'on voit seulement une parcelle de la vérité. Tu sais, c'est toute une manipulation, c'est toute une propagande, c'est le mensonge caché, c'est le secret. Toute la culpabilité aussi en lien avec ça, d'être dans une position où elle n'a pas justement cette compréhension large de la situation et de devenir des acteurs de fléau. Tout à fait, exactement. Tu sais, il y avait des reportages que j'avais vus de femmes qui surveillaient là, des écrans. C'était par rapport à des expériences nucléaires. Donc, ces femmes-là surveillaient, puis elles avaient un rôle très important à jouer dans potentiellement une explosion nucléaire ou tout ça, puis des expériences, puis elles étaient juste derrière sans savoir ce qu'elles faisaient réellement. Donc, c'est tout ça, c'est tout l'aspect psychologique derrière ça que je trouve intéressant à creuser. Là. Oui, comment finalement, d'ailleurs, Thomas, le scientifique, dans le livre, ne sait pas exactement sur quoi il va travailler quand on l'embauche, accepte tout sans vraiment poser de questions, et même pendant qu'il travaille, en fait, ne sait pas exactement à quoi va servir son travail. Donc, lui, il est spécialiste en insectes, il n'est même pas spécialiste en virus, ou il n'est pas spécialiste... il est là, en fait, justement, pour donner l'arme qui va propager ces virus pour le créer, pour le trouver. Il est un pion, effectivement, sur un grand échiquier, un outil parmi tant d'autres. Il l'accepte sans vraiment trop poser de questions, même si au fur et à mesure... On ne pose pas de questions quand on est devant ça. C'est n'importe quelle situation dans notre vie. Souvent, on ne pose pas la question. On va agir, on va embarquer dans l'engrenage, on avance comme ça. Puis c'est rare, ces instants de lucidité-là. C'est un peu ça ma critique. Tu sais, c'est l'idée que la société nous amène à ne pas voir cette vision globale-là.
C'est tout à fait Malheureusement. malheureusement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire d'ailleurs sur le sujet? Ça fait très longtemps que je voulais écrire sur ce sujet-là. J'avais entendu beaucoup parler. Ma mère, dans les années, pas dans les années 70, mais elle m'avait raconté qu'elle, quand elle est arrivée à l'Île-aux-Grues, donc il y a plein d'habitants qui travaillaient, ils disaient, on va faire notre quarantaine sur la Grosse-Île, puis elle avait posé des questions, puis c'est tout un secret, puis donc, très jeune, j'ai vécu avec cette histoire-là dans les discussions avec ma famille, avec mes proches, mais sans vraiment savoir quel était le véritable nœud de toute cette histoire. Puis à un moment donné, je me suis dit, je me lance, je vais aller chercher, je vais essayer de trouver le fond, le fond de tout ça. Puis toutes les personnes à qui j'ai voulu poser des questions, m'ont posé beaucoup de la peine. Ma propre tante ne pouvait pas venir. Donc, les gens ne voulaient pas parler, c'est ce que je ressentais. Je me disais, OK, dans le fond, les personnes puis j'ai couru après les gens là, des semaines et des semaines pour essayer qu'ils me rappellent. Puis je me disais que cette stratégie-là ne fonctionne pas. Il est trop frontal, donc je vais aller par les petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils ont entendu de leur grand-père? Puis c'est comme ça que j'ai commencé un peu à découvrir toutes les informations qui étaient un peu cachées. Mais je pense que c'est comme ça que je suis allée. Je pense pas que c'est quelque chose de... Je pense pas que ces hommes-là et ces femmes-là auraient voulu en parler. Je pense qu'ils vivaient de la honte aussi de ce qu'ils avaient fait quand ils ont un peu appris davantage. Puis il y avait le sentiment aussi, peut-être vers la fin de leur vie, de devoir dire, de partager avec leurs proches ce qu'ils avaient vécu, mais en n'ayant plus cette conscience-là, souvent vers la fin de leur vie, donc ils ne prenaient plus le sens le secret avait besoin d'être, que leur conscience était moins présente, donc le besoin de partager ce fardeau-là est arrivé. À perdre, C'est cela, oui. Ouais. finalement. Ça serait bien. Voilà. À l'heure où les conséquences directes de nos actions se font ressentir sur le vivant et l'environnement et vont de pire en pire, les romans d'emancipation écologique sont-ils vraiment des dystopies ou des projections réalistes de ce que notre monde peut devenir? C'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, c'est pas presque des projections réelles ou c'était un scientifique avec qui vous avez parlé? Ouais. Est-ce que finalement les dystopies vont se réaliser, celles qu'on a écrites, celles qu'on a... Est-ce que c'est juste des Je dirais presque quelqu'un qui dirait l'écriture est une prophétie réalisatrice. J'adore cette phrase. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites qui se sont produites par la suite. Je souhaite à personne ce qui va se passer pour la mort. Et en l'écrivant, j'avais un peu peur. Puis cet été, quand il y avait des images sur les médias sociaux de nuages d'insectes qui volaient, là, il y en avait quelques-unes. Puis moi-même, quand j'étais allée au Grue, il y avait un nuage de fourmis rouges. J'ai pas aimé ça. Mais il y a beaucoup de... Je pense que l'écriture, quand on est en processus d'écriture, on est vraiment proche de notre instinct, de, proche de l'avenir, en fait. J'ai l'impression qu'on est capable de capter certains signaux, un peu comme les chasseurs sont capables d'anticiper que le vent va tourner à telle heure, que le nuage qui va faire moins, que la pluie va arriver, puis tout ça. Puis c'est les animaux qui sont capables de capter l'arrivée, l'hiver, puis tout ça. J'ai l'impression qu'en tant qu'écrivain, il y a un certain moment qu'on est capable de capter un signal qui nous arrive. Puis je veux pas que ça se produise, mais j'ai quand même cette idée-là qu'on est capable d'anticiper quelque chose parce qu'on est à l'écoute, parce qu'on trouve que c'est aussi un moyen de, de, de prévoir notre société pour peut-être corriger le tir, parce qu'il n'est jamais trop tard de rien. On décrypte les signes, exactement. Et on essaye de les prévenir en les dénonçant d'abord. Exactement. Moi, c'est un peu comme ça que je prends l'écriture. Puis à chaque fois que j'embarque dans un autre sujet, je sais que je me prépare à quelque chose aussi, parce qu'il y a tout le côté histoire, mais il y a le côté personnel. On écrit aussi pour se préparer à quelque chose dans notre vie qui potentiellement peut arriver. Moi, c'est plus en poésie que ça m'arrive, ce processus-là, d'écrire de la poésie pour me préparer à quelque chose. En roman, c'est d'autres choses, c'est plus de l'idéation, de la création, de la conceptualisation, mais il y a tout ça, de devoir se préparer à quelque chose. Je pense que, comme dans mon cas, la voix de l'auteur, je pense que c'est comme ça que ça manifeste. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait que tu fasses référence au nom de Catherine.
Parce que justement, en plus d'un peuple de verre, le personnage principal, la protagoniste, Sidonie, écrit dans un carnet et il y a des moments où on sait qu'en fait, dans ce carnet, elle est censée raconter ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrive en ce moment et qu'elle insère des petits changements à la réalité, elle modifie les faits, etc. Et certains se réalisent. Donc, ça fait un beau transition avec ce livre de Catherine. On va en discuter maintenant. Peuple de verre, dedans, ça exploite la crise du logement. C'est un peu la fondation du livre. Le roman se situe dans un futur assez proche, où la crise s'est tellement amplifiée que les campements d'inlogés, donc c'est comme ça que sont appelés en fait les sans-abri dans le roman, on leur a donné ce nom-là dans le futur, les inlogés, prennent une ampleur phénoménale dans les villes du Canada et notamment au Québec. Et au Québec, il y a une heure courte que les inlogés se font rafler par des camions, ils disparaissent à jamais. La protagoniste, Sidonie, est journaliste. Elle nous raconte comment elle est passée du statut de journaliste star qui faisait des reportages sur la crise du logement à justement, elle est passée de l'autre côté, du côté des inlogés. Une descente aux enfers pour elle, qui pourrait être somme toute banale quand on y pense pour des personnes plus précaires, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, des ruptures amicales, familiales. C'est des événements dans une vie qui peuvent pousser une personne à sortir du système ou ne jamais en revenir. Et dans votre roman, c'est ce qui lui arrive. Euh, et ce roman, de par le fait qu'il touche à un phénomène qui s'amplifie non seulement à Montréal, mais partout au Québec, au Canada, dans tant d'autres pays, en fait, rénoviction, pénurie de logements, inaction du gouvernement aussi par rapport à ça, ça donne des frissons dans le dos. Euh, et dans ce roman, vous insérez à la fin vos propres notes, un chapitre de quelques pages un peu avant la fin, pour mettre en scène votre propre expérience face à la crise du logement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le sujet en premier lieu, d'en faire un roman d'anticipation plutôt que de l'autofiction, par exemple, puisque c'est très en vue en ce moment. Alors que c'est un sujet qui vous touchait de près à l'époque, 2022, si je ne me trompe pas, oui, et qui est encore plus d'actualité maintenant. Oui. Par où commencer? Ben, c'est sûr que ça me touchait de près, comme tant de monde, en fait. C'est parce que je pense que ça m'aurait pas intéressé d'écrire là-dessus si ça n'avait été que ma situation personnelle, bon, une séparation, faible revenu, difficulté à se reloger, etc., etc. Puis surtout ce sentiment que la dernière fois que je m'étais cherché un appartement, ben, on pouvait en visiter plusieurs, puis on pouvait faire son choix, puis négocier un peu avec le propriétaire. Maintenant, il faut se battre avec les autres, il faut accepter toutes sortes d'affaires, bon, de vivre dans des logements beaucoup moins confortables, intéressants que ceux qui nous étaient accessibles à l'époque, à des prix beaucoup plus faramineux, parfois de donner des avances sur les loyers alors que c'est même pas légal de demander ça de la part des propriétaires. Donc, je le voyais autour de moi, je la sentais, cette insécurité-là, cette tension-là. Puis comme vous dites, le basculement est parfois pas très loin pour certaines personnes, perdre un emploi, une maladie, etc. Puis tout d'un coup, on est sorti du système, on est comme éjecté. Sauf que je pense que la catégorie de gens qui sont dans cette situation de précarité, à un chèque de paye, à une bad luck de se retrouver dans la rue, s'est multipliée dans les dernières années d'une façon aberrante pour moi. Je pense que le point de départ sur mon envie d'écrire cette histoire-là et donc de raconter un monde où ce qui a déjà existé, qu'on appelait, par exemple, au Royaume-Uni, des workhouses ou des poorhouse, des endroits où on envoyait vivre les personnes qui avaient nulle part où aller, les vagabonds, les prostituées, bon, toute une catégorie de personnes. Ces lieux-là ont été remis au bout du jour, modernisés, avec un beau spin autour pour dire que dans le fond, c'est de la philanthropie d'envoyer les gens là-bas, etc. Le moment pour moi, ça a été quand il y avait des camps qui s'étaient créés un peu partout à Montréal et la ville a commencé à les démanteler, comme ils le font encore. Et je me suis dit, mais
mais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent qui va arriver avec ces gens-là? Ils vont continuer de dormir dehors. C'est pas parce qu'on démantèle un camp que tout d'un coup, il y a des logements pour les abriter, qu'il y a plus de place dans les refuges, que les refuges sont des lieux plus sécuritaires. Donc, l'absurdité et la grande violence, je trouve, de ce geste-là, c'est ce qui m'a fait réagir, puis c'est ce qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là, puis d'articuler ça aussi, vous l'avez mentionné, autour de la question de la vérité et du mensonge, parce qu'il y a toujours, de plus en plus, en fait, il y a une façon de dire les choses qui gomme la réalité, qui efface la vérité, qui fragmente la vérité, comme tu disais tout à l'heure, Mireille. Euh, et je pense que tout ça, toute cette tension-là, toute cette insécurité-là survient dans un monde où la vérité est de plus en plus difficile à saisir. Et c'est cette articulation-là que j'ai voulu explorer dans le roman. C'est vrai que on voit beaucoup d'articles paraître en ce moment sur les campements et qui sont effectivement démantelés et certaines personnes disent, mais d'ailleurs après on n'a aucun moyen de rester en contact avec les personnes qui vivent dans ces logements, elles disparaissent, où vont-elles, que font-elles? Donc j'imagine que ça découle aussi effectivement de ça. Et effectivement, l'inaction du gouvernement qui, au lieu de créer des nouveaux logements, comme il avait dit qu'il ferait d'ailleurs, juste ne fait rien et laisse ces gens-là, la situation s'amplifier. Mais donc, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est un peu l'histoire qui se répète, visiblement. Oui, l'histoire qui se répète, puis l'histoire, puis géographiquement aussi, c'est un phénomène qui se multiplie parce qu'il y a des pays où des campements, ou ce qu'on peut appeler des bidonvilles, ou ce qu'il y a toutes sortes de noms, existent depuis très, très longtemps. C'est toléré, c'est accepté, c'est devenu un fait de la vie. Aux États-Unis, ça fait des décennies là, qu'il y a des campements qui sont installés un peu partout. Je pense que c'est juste une propagation, puis nous, ça nous choque beaucoup en Occident parce qu'on a toujours vécu avec la notion que la plupart des gens pourraient avoir un lieu de vie sain, fermé, un toit sur leur tête. Et cette certitude-là est en train de s'effriter. Il y a d'autres endroits du monde où c'est effrité depuis longtemps, où on n'y croit plus à ça. Fait que l'histoire se répète, l'histoire se déplace. Et elle s'accélère aussi. Puis quand vous parlez de l'inaction des gouvernements, c'est sûr qu'il faut construire plus de logements. Moi, j'ai un peu peur de cette course au logement-là parce que, encore une fois, la réalité rattrape un peu la fiction. Là, j'entends parler qu'on essaie d'aménager des conteneurs pour loger les sans-abri à Montréal. Bon, c'est une solution rapide. J'entends parler qu'en Colombie-Britannique, on commence à explorer la possibilité de créer des institutions qui ne sont certainement pas des prisons, où on va envoyer les pauvres, les personnes qui ont nulle part où aller. Donc, oui, créer des lieux de vie, mais avant ça, moi, je pense que le problème, c'est qu'il ne devrait pas avoir de spéculation sur l'immobilier. Ça ne devrait pas être un lieu où on peut s'enrichir vite, où on peut flipper ça devrait être tout simplement du logement et pas un investissement, pas une façon de s'en mettre plein les poches rapidement. Puis ça, le gouvernement ne va jamais intervenir là-dessus, il n'y en est pas question. Donc, oui. À une époque, se loger, c'était, je ne sais pas, 15-20% de son salaire. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui mettent 50% en fait, de leur revenu et plus pour se trouver un appartement décent, pour ne pas finir justement par soit se mettre dans des grosses colocations. Et puis, c'est toujours finalement être à la merci en plus d'un propriétaire qui va peut-être revendre, qui va peut-être reprendre pour lui, pour sa famille. Et donc, on est continuer de bouger d'endroit en endroit. Puis là, ce qu'on voit, je ne veux pas rentrer dans l'économie puis tout ça, mais ce qu'on voit aussi, c'est que même les gens qui sont propriétaires sont vulnérables parce que les valeurs de leur propriété augmentent à un point tel où si on est une personne retraitée, qu'on a fait sa planification financière d'une certaine façon avec un petit revenu pour une maison qu'on a payée il y a des décennies, mais que là, tout d'un coup, la valeur vient d'exploser, donc le compte de taxes est multiplié et il y a des gens qui sont obligés de vendre leur maison parce qu'ils peuvent tout simplement plus payer les frais qui viennent avec. Donc, même ce qu'on croit être une grande sécurité, ce qui est celle de posséder sa propre maison, c'est pas une garantie non plus. Puis ça,
c'est encore une question des valeurs immobilières qui explosent. J'arrête là, on est ici pour parler de littérature. C'est vraiment un sujet qui me... C'est sûr que la littérature s'inspire du réel, s'inspire des crises, et notamment l'anticipation et la dystopie, ça découle complètement de ça, des crises politiques, des crises économiques. Et là, c'est lié à l'économie, c'est lié à la politique aussi. Donc, en fait, on est complètement dedans. Pourquoi avoir choisi l'anticipation, justement, pour parler de ça? Ben, je vais un peu dans le même sens de ce que Mireille disait. Pour moi, l'écriture, la littérature, c'est une façon de montrer une avenue possible, une façon peut-être de secouer les gens. Puis les retours que j'ai jusqu'à date sur le roman, c'est beaucoup ça. Les gens se sont sentis, même les gens qui n'ont pas de problème de logement, se sont sentis vraiment heurtés ou en tout cas perturbés par la lecture du livre, mais d'une manière qui les fait réagir, qui leur donne envie de se sentir, de prendre la parole, ils se sentent concernés. Par ailleurs, pour moi, la clé de beaucoup de crises et de beaucoup de catastrophes ou de dystopies, c'est la solidarité, puis c'est la notion de communauté, puis c'est beaucoup ça que j'essaie de mettre en place dans mes romans. Je trouve que notre monde morcelle les communautés, atomise les communautés, de sorte qu'on a l'impression d'être tout seul dans son combat, dans ses désastres. Et quand on se rend compte en fait, qu'il reste malgré tout un certain pouvoir dans le fait de s'unir, dans le fait de faire front commun contre un problème, quel qu'il soit, il y a une grande, grande, grande force là-dedans. Et c'est... Bon, j'ai écrit des dystopies plus optimistes, d'autres un peu plus... Peut-être que Peuple de verre l'est un peu moins, mais pour moi, l'espoir, il reste là-dedans. Parce que le personnage Sidonie, c'est pas l'héroïne à laquelle on s'attendait, en fait. Au début, on s'attache à elle, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'elle ment beaucoup, qu'elle aussi a manipulé, qu'elle aussi, en fait partie du problème, finalement. Oui. Et sur la fin, là où on pense justement, elle utilisait la solidarité pour aider tout le monde, elle finit quand même par ne penser qu'à elle-même et laisser tout le monde mourir. C'est ce qui est fort, je trouve, dans ce roman-là. C'est de jouer par d'ombre et de lumière chez tout le monde. Oui, ben c'est ça. Je pense que Sidonie, bon, elle a son propre background que je dévoile pas dans le livre, mais qui moi, m'était évident pendant que je l'écrivais. Je pense que c'est une survivante, puis elle pense à sauver sa peau en premier. Puis moi, je juge pas les gens qui ont vécu certaines choses et qui se comportent comme ça. Par ailleurs, oui, elle fait partie du problème, mais c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'on fait tous partie du problème. Quand moi, j'ai accepté de signer un bail où on m'a pas révélé, par exemple, combien le locataire précédent payait. Je sais que c'est illégal. Je sais qu'en faisant ça, je contribue à ce que ce logement-là va toujours coûter beaucoup plus cher qu'il devrait. Mais je le voulais, j'avais pas d'autre option. Fait que j'ai signé. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tous ces petits gestes qu'on fait en vase clos et qui finalement contribuent à un problème beaucoup plus massif. Il y a personne qui est innocent dans les crises qu'on vit. Il y a personne qui est pur. Et c'est un peu ça que je voulais... C'est un peu à ça que je voulais réfléchir à travers le personnage de Sidonie. Mais effectivement, elle est solidaire et elle est désolidaire complètement des autres, ce qui n'empêche pas le groupe comme tel de poser un geste radical. Ouais. Oui, elle en fait partie, elle le mène même aussi. Même si c'est pas parfait, il y a quelque chose qui survient entre ces gens-là. Oui, et il y aura un changement. Il y aura un changement. En tout cas, on l'espère. C'est à la fin du livre. Je vais me tourner un petit peu vers Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Voilà. Nadia, le roman Mon cœur bat vite est celui des trois romans présents aujourd'hui qu'on pourrait plutôt qualifier de fantastique plutôt que de dystopique. Oui. Voilà. Parce que c'est pas vraiment d'anticipation. Trompez-moi si j'ai tort, mais ça se passe pas dans un futur proche, ça se passe maintenant a priori. Il n'y a pas vraiment de date donnée. Vous utilisez la voix de votre narratrice Edith pour conter l'histoire, celle de la famille d'Edith et notamment de Kim, son frère, un prince qui, comme elle, a hérité d'un certain pouvoir, celui des... Et alors, j'espère que je le dis bien, Kim Oiseuse.
Des J'ai l'impression. quimboiseuses. Ouais. Des guérisseuses qui pratiquent la magie et qui peuvent communiquer avec les esprits des autres femmes de leur lignée, qui étaient elles aussi d'ailleurs détentrices de ce pouvoir. Le roman s'ouvre sur le dévoilement des derniers actes de Kim, des meurtres impardonnables aux yeux d'Edith. Emplie de chagrin et de rage, elle va pourtant retracer l'histoire de son frère, de sa famille, de leurs ancêtres et de leur pays afin d'expliquer son geste. Et c'est à travers le récit d'Édith que se dessine la domination écrasante du patriarcat, du colonialisme sur qui, comme sur les femmes de sa lignée, mais pas seulement, aussi sur tout un peuple, tout un pays, sur les femmes dans leur entièreté, et puis aussi les hommes. Euh, qui sont toujours finalement victimes de ces dominations et qui luttent pour s'en libérer. Dans ce sens, j'ai envie de dire que le roman met en avant le fait que la dystopie n'a rien inventé. Les horreurs décrites par certaines autoristes par le passé s'inspirent de réalités qui sont toujours bien réelles pour certaines. Ces dystopies sont encore vécues de plein fouet par des minorités qui sont toujours opprimées. Donc dans ce sens-là, j'ai envie de dire qu'il vit dans un monde où l'espoir n'existe pas, n'existe plus. Il vit déjà dans une dystopie, en fait. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ce cercle, dans cette rencontre. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité, la chance de vous rencontrer et j'ai appris beaucoup de choses déjà. Effectivement, qualifier Mon cœur bat vite a toujours été un peu un problème. Parce qu'il faut le qualifier dans un contexte littéraire, dans des classifications littéraires assez occidentales finalement. On a la même difficulté dans ma génération et parmi les auteurs caribéens avec le terme de dystopie. Alors, Mon cœur pas vite, moi je pense que beaucoup de réflexions faites pour moi, je crois que je le classerais plus facilement dans le réalisme magique aussi pour l'intégrer dans un héritage d'Amérique centrale que je partage largement, puisque je suis martiniquaise, donc je suis caribéenne, j'ai aussi vécu au Mexique. Je partage en fait cet espace dans lequel s'est développé ce type d'imaginaire et qui correspond bien à ce que nous vivons, c'est-à-dire que nous sommes dans des peuples où il n'y a pas non plus une séparation totale entre le sacré et le temporel, des peuples dans lesquels on peut écrire des histoires dans lesquelles le visible et l'invisible se rencontrent sans que l'on ait forcément à les qualifier de fantastiques. Et ça, pour moi, c'est aussi une démarche décoloniale parce que cette vision l'idée en fait que la raison passe par la séparation du visible et de l'invisible, du palpable et de l'impalpable. Ça, c'est pour moi aussi une forme de violence qui a été faite aux peuples que l'on dit premiers, aux peuples qui ont été victimes de la colonisation. Parce qu'ils avaient des savoirs, ils avaient des méthodes pour accéder à un certain nombre de savoirs qui ont été tout simplement décrédibilisés, écrasés par une civilisation qui pourtant était portée par des principes tout aussi, légers ou arbitraires, comme l'idée qu'une femme, après avoir enfanté, serait toujours vierge. Donc on nous a fait en fait accepter des idées que l'on était censé prendre comme étant tout à fait rationnelles ou justes ou valables, alors que celles des peuples qui étaient là avant n'étaient tout d'un coup que de la sorcellerie ou des choses sans importance. Donc moi, quand j'écris Mon cœur bat vite, j'écris l'histoire de personnages qui partagent une réalité avec leurs ancêtres et ce n'est pas pour moi de l'écriture fantastique dans la mesure où je connais des personnes qui disent la même chose et que je crois ou non, ou que j'expérimente moi-même ou non ce que vivent ces personnes, je ne vois pas pourquoi je devrais mépriser leur expérience au monde et la décrire comme étant une expérience fantastique alors que c'est une expérience qu'un être humain rationnel me présente. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal, j'avoue, plus le temps À passe, le plus mettre j'ai du dans mal à cette case-là. Oui. voilà, pour moi, du coup, on est plus dans le réalisme magique où finalement le Mhm. magique intervient dans le monde, le sacré peut-être même intervient, dans le monde. J'aime bien justement, voilà, cette idée d'une rencontre entre le visible et l'invisible. Et l'autre moment où, on a des problèmes de catégorie qui rentrent vraiment dans ce débat et qui, j'espère apportent, à ce débat, c'est sur la dystopie.
Alors moi, Mon cœur va vite n'est pas un roman dystopique ni un roman afrofuturiste, mais j'ai écrit des textes afrofuturistes, notamment une nouvelle qui s'appelle Toiti en VA, dans un compagnonnage avec d'autres camarades auteurs de la Caraïbe, tels que Michael Rock, Laura Nsafou. Et en fait, ce que l'on dit, c'est que nous ne voyons pas, moi même quand je vous écoutais là, la dystopie, ça nous parle pas beaucoup. Nous, les peuples de la Caraïbe, l'apocalypse, nous l'avons déjà vécu. Donc nous sommes, les survivants, de cet apocalypse et nous sommes les rêves, de ceux qui ont survécu surtout à l'apocalypse. Là, je reprends les termes de mon ami dont je vous parlais, Michael Roy, j'adore cette phrase qu'il a eue dans un essai qu'on a écrit ensemble. Afrofuturiste 2.0 et disait voilà, nous sommes les rêves des survivants de cet apocalypse. Et donc, nous n'avons pas la même appréhension de ces phénomènes. Et je crois que je peux peut-être partager cette vision-là, ce décalage peut-être avec des auteurs, des autrices des Premières Nations que vous avez ici, que cette espèce d'inquiétude du monde occidental de voir venir un grand effondrement de sa civilisation. Évidemment, nous la partageons puisque nous sommes dans cette même civilisation, on ne va pas se mentir, c'est la réalité. Donc nous avons peur, nous sommes anxieux, etc. Mais en fait, nous n'allons pas appréhender cela de la même manière. Et même quand nous allons écrire des dystopies, nous allons les écrire très rapidement en pensant comment est-ce qu'on s'en sort. Parce que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas de décrire la domination totale. Effectivement, comme on l'a vécu il n'y a pas trop longtemps, ou comme dans une certaine mesure, on la vit toujours, on voit pas trop l'intérêt si vous voulez. À ce moment-là, on fait pas de l'anticipation. Ce qui est intéressant à anticiper, c'est comment on s'en sort et donc du coup, nous avons, plutôt, tendance à penser, les romans d'anticipation comme des romans qui inventent des futurs désirables et c'est ça l'afrofuturisme en fait, c'est inventer des futurs désirables pour, les populations qui sont déjà soumises à l'oppression et qui du coup n'ont pas peur de tomber dans un système d'oppression puisqu'elles y sont déjà. Voilà, donc et ça vaut pour les personnes racisées, ça vaut pour les femmes, ça vaut, pour les personnes LGBTQIA+, en fait. Je crois qu'on a ça en partage de vouloir, passer directement, à la case des solutions. Bon, moi, pour autant, j'ai écrit des livres très, sombres, avec beaucoup d'assassins et beaucoup de guerres et de choses comme ça. Mais en fait, c'est parce que je me pose vraiment la question de comment on s'en sort et donc quand je pose cette question à tout le monde. Je dis: «Voilà, je crée ce roman, je suis embêtée parce que je ne vois pas la porte de sortie à cette affaire. Dans mon cœur bat vite, je ne vois pas la porte de sortie à la violence, à la reproduction de la violence, génération après génération. Cette violence, elle se reproduit et cette violence, elle a une source. De toute façon, il y a de la violence dans toute Mhm. l'humanité, mais nous, on a un peu accumulé et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour que notre peuple qui a absorbé tant de violence, cesse de la digérer et de la reproduire. C'est une question qui m'angoisse et écrire, ces romans est une façon pour moi de résoudre, cette angoisse et dans Toiti en VA, donc ça veut dire le plafond de verre en fait en créole, Toiti en VA. Ce que je me posais comme question, c'est imaginons qu'on arrive, à renverser le patriarcat. Mon angoisse, c'est que ça ne durerait pas très longtemps. Donc moi, je suis déjà dans l'idée qu'on va y arriver. Je suis pas en train d'inventer comment on va le faire. Je me dis: «Je suis déjà placée au moment où on a réussi, le monde a été renversé, du coup, c'était l'apocalypse pour la moitié de l'humanité». Bon, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, imaginons qu'il y a eu cet apocalypse. C'est une bonne chose pour moi qu'il y ait eu cet apocalypse. L'inquiétude que j'ai, c'est que je pense que les gens, qui auront perdu leurs privilèges pourraient, se battre pour les récupérer. Et alors, comment est-ce qu'on fait, pour gagner une deuxième fois? Et ça, c'est un remake un petit peu d'une histoire qui a vraiment existé, c'est celle, de la révolution haïtienne. Et comme j'enseignais la révolution haïtienne à mes élèves, au lycée, c'était la première fois. Avant, on ne pouvait pas enseigner l'histoire d'Haïti, en France. En fait, on le faisait comme ça, mais on n'avait pas trop l'espace, le temps de le faire et pendant que j'étais tout émue de voir la première génération, grâce à nos luttes, hein, d'enfants qui allaient apprendre ça, bah, j'ai écrit cette histoire en me disant, «Il faudrait peut-être qu'on arrive à apprendre, du passé et peut-être des victoires, mais aussi des erreurs du passé». Voilà, c'est ça pour moi, c'est le temps, l'appréhension du temps, de ce qu'est le futur, de ce qu'est le passé, de ce qu'est le présent. Je questionne beaucoup
Je questionne beaucoup notre rapport à ce qui se voit, à ce qui ne se voit pas. Je questionne beaucoup notre rapport au présentisme et au futur, notre rapport au passé. Et j'essaie de les décoloniser et d'avoir une approche de cela qui ne serait pas aussi linéaire et qui pourrait se confondre grâce à ce que nous ressentons aussi et pas seulement à ce que nous touchons. Il y a quand même un petit fond d'espoir, parce que justement, dans Mon cœur bat vite, il y a le poids du patriarcat, le poids des violences qui ont été faites par le passé et qui se répètent en fait dans la lignée, et le fait que le personnage Kim a un désespoir face, justement, il ne sait pas comment se battre, il ne sait pas comment l'arrêter, mais Edith, elle, a l'air d'avoir plus d'espoir, elle veut se battre. Oui, exactement. La narratrice, c'est pour ça que je dis on écrit plutôt des futurs désirables. On va se concentrer sur l'assassin parce que forcément, il nous fascine. Et c'est une fascination morbide qui est assez problématique, mais que je provoque aussi. Et en fait, le personnage, la narratrice, le personnage principal, c'est cette femme qui, elle, ne voulait pas qu'on tue, ne comprend pas pourquoi est-ce que... En fait, c'est un peu moi aussi. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on peut répondre à la violence par la violence. Ça me paraît aberrant et du coup, j'écris un roman pour résoudre cela. Et quand Edith, au début du roman, trace un VV sur un mur pour aller explorer le passé et comprendre, s'asseoir sur le rebord des mondes et regarder avec ses ancêtres l'histoire se dérouler, eh bien, c'est ce que moi j'aimerais faire. J'aimerais pouvoir m'installer comme une bonne copine sur un banc sur le rebord du monde et en parler de tout ça avec celles qui m'ont précédée. Celles et ceux, mais je sais pas, il se trouve que quand j'y pense, quand je le ressens, je ressens surtout celles qui m'ont précédée. Voilà, donc c'est finalement ce que je ressens aussi. Ce n'est pas mon histoire, je n'ai pas d'assassin dans ma famille, autant que je sache, mais en tout cas pas dans la famille récente, on va dire. Mais en tout cas, c'est une vraie préoccupation que j'ai. Et c'est une préoccupation très optimiste. C'est pour ça qu'Edith, finalement, effectivement, est un personnage qui montre une porte de sortie positive. C'est que nous sommes dans une dystopie. Et en fait, la seule chose intéressante à faire, c'est d'en sortir, tout simplement. C'est d'en sortir. Donc, toute mon énergie, moi, je la dépense à trouver des futurs désirables. Et c'est vrai dans la littérature comme ailleurs. Sinon, je trouve que c'est pas très. L'heure n'est plus pour moi au constat ou à la. Vous voyez, l'heure est au combat, en fait. L'heure est à la révolution. Et pour moi, ça passe par la joie. C'est-à-dire c'est pas la révolution, c'est pas forcément sortir les armes. La révolution, c'est y croire. C'est pas se laisser abattre. C'est s'imaginer que les femmes afghanes pourront, dans quelques années, marcher tête nue dans la rue et chanter. Et je vois pas, j'arrive pas à dormir la nuit à me dire simplement qu'elles seront toutes mortes dans 50 ans, parce que c'est ce qui va finir par arriver. Donc, je me dis quand même, plutôt comment j'écris une histoire dans laquelle, à la fin, on gagne, parce que l'histoire de mon peuple, c'est l'histoire de la lutte pour la liberté et pour l'émancipation. C'est pas que l'histoire de mon peuple, mais bon, c'est mon peuple que je connais. Et je crois que toute l'humanité a ça en partage, que notre but ultime, c'est quand même l'émancipation. Donc, c'est vers ça que s'oriente mon écriture, même quand je raconte des histoires de meurtre. Je trouve ça assez intéressant finalement de voir que d'un côté, Mireille Duguay, dans son roman, va parler finalement du passé, de l'histoire et de son influence aujourd'hui, et des secrets, des choses qui ont été tues, qui ont été manipulées. De l'autre côté, on a Catherine Leroux qui va parler dans son roman la même chose quand même, relation aussi, et de comment on pourrait en sortir, et ce serait certainement par la solidarité justement en fait. Donc arrêter de faire révéler tous ces secrets, ne plus manipuler et se solidariser. Et dans votre roman, Nadia Chanville, de voir effectivement voilà, cette volonté de continuer à se battre, cet espoir. Donc finalement, toutes les trois, il y a quand même un espoir derrière. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez ces romans-là? Est-ce que c'est pour justement dénoncer, en parler, mais aussi
trouver un espoir derrière et essayer de trouver une solution. Gary. Je pense que le livre parle de lui-même. En fait, au départ, j'ai jamais cette volonté de dire que je vais écrire un livre de lumière. C'est le livre lui-même qui supporte le message. Et moi, dans ma finale, sans divulgacher, je me projette encore plus dans le futur. Euh, Parce que c'est un cycle qui se répète, donc il y avait vraiment une réflexion à travers ça. Donc, c'est clair qu'on veut, on préfère être lumineux, le lecteur préfère qu'on soit lumineux, et des fois, c'est peut-être pas le bon médium pour l'histoire à raconter. Donc, moi, je laisse vraiment l'histoire elle-même décider de sa finalité, comme si c'était un être, mais c'est important pour moi quand même aussi, là, tu sais, mais j'ai comme l'impression que le message peut passer de différentes manières pour différents lecteurs. Puis je pense qu'il ne faut pas se cadrer sur une seule finalité. J'ai beaucoup aimé entendre ce que Nadia avait à dire au sujet des futurs désirables. Puis je, je, je pense que le geste d'écrire ces livres-là vient beaucoup de cette différence entre vouloir décrire la catastrophe et vouloir se demander qu'est-ce qu'on va faire avec. Et je me sens résolument de ce deuxième côté-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout a lâché? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que la planète est polluée? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que la violence s'est installée? Comment on s'en sort? Je pense que c'est toujours ça qu'il y a derrière l'écriture pour moi. Voilà. Je reste là. Nadia avait déjà un petit peu répondu à cette question, mais moi aussi j'aime beaucoup vous entendre parler. Donc je continuerai à reproduire. Ouais, je crois qu'on partage, heureusement qu'on partage ça, c'est aussi une énergie que l'on donne et je crois que c'est important d'alimenter l'espoir sans faire de l'angélisme non plus. C'est pour ça que nos romans peut-être parfois sont pensés d'abord du point de vue de cette négativité parce que il faut bien dire la réalité telle qu'elle est avant de trouver ces solutions. Donc on n'est pas non plus dans une forme d'angélisme, la violence elle est là. Elle est là. Qu'on la raconte au futur ou au présent. Regarde, tu as parlé tout à l'heure de Margaret Atwood. Quand je parlais tout à l'heure des Afghanes, La Servante écarlate n'est plus un livre d'anticipation. Non. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous savons qu'il y a un pays dans lequel les femmes n'ont plus aucun droit, dans lequel bientôt on va leur coudre la bouche. Là, c'était l'adaptation en série. Et on ne va pas aller organiser une espèce de mission de sauvetage pour les sortir de là. On ne fait pas grand-chose en fait. Donc on le sait. C'est tout, c'est le cas. Voilà. Et c'est pas le seul pays où c'est le cas. Euh, donc, j'ai le sentiment que les gens qui écrivaient les fameux romans d'anticipation, même dans les années 70 et 80, racontaient un monde qu'ils voyaient déjà, seulement qui était en arrière-plan, vous savez. C'est-à-dire que les gens qui lisaient ne voyaient pas ça, ne se rendaient pas compte que c'était déjà installé. Et le travail de l'artiste, c'est de décrire le monde tel qu'il le perçoit. Et peut-être que les artistes les poètes, là j'ai des poétesses face à moi aussi, qui vont percevoir le monde d'une manière différente. Et c'est ça qu'on a apporté au monde contemporain, je pense. Est-ce qu'on avait raison trop tôt ou est-ce que simplement on a refusé de mettre les lunettes qu'on nous imposait pour choisir d'autres lunettes? Moi, je décolonise ce regard et j'ai un regard féministe. Ça me fait casser des lunettes et en mettre d'autres. Oui. Euh, vous avez aussi d'autres regards qui passent aussi par l'écologie ou par le social. Il faut faire un effort pour mettre ces lunettes. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on fait cet effort avec délice parce qu'il nous fait ressentir des choses puissantes. Et ça, cette puissance-là qu'on ressent lorsqu'on est dans cette transe poétique et qu'on construit après les histoires, on peut transformer le monde au moment où les gens la lisent à leur tour. C'est comme ça que je le ressens. Et moi, quand j'entendais vos histoires aussi, c'est ce que je ressentais. Parce que ce sont des sujets que je ne connais pas.
Et à travers vos mots, tout d'un coup, je me dis, mais c'est là, c'est devant nous. C'est là, en fait. C'est pas demain, c'est maintenant. Mais vous, vous le voyez. C'est peut-être ça qui fait de nous des artistes. En effet, je pense qu'on est, on est toutes d'accord qu'on vit déjà dans une dystopie. Pour rebondir sur ce que tu disais sur La Servante écarlate, ça démontre bien que enfin, l'histoire se répète constamment quand, par exemple, par rapport au féminisme, il y a des avancées qui se font, il y a toujours un backlash derrière et un retour en arrière parce que les gens qui perdent leurs privilèges, généralement, en fait, eux vont repasser par la violence pour les récupérer et ça a l'air d'être un cycle sans fin. Donc, malheureusement, j'espère moi aussi, et que grâce justement à des romans comme les vôtres, ça va aider, et à des romans comme celui de Margaret Atwood à l'époque, ça va aider Ouais. à pouvoir mettre ses lunettes et à donner aux gens en fait des envies de comprendre, de s'éduquer, de se mobiliser, de faire quelque chose. C'est ça le pouvoir de la littérature aussi. C'est ça. Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce terme dystopie. Ça permet effectivement de mettre un nom sur quelque chose. Alors après, euh, on l'utilise un peu comme on veut. Les genres et les étiquettes dans la littérature, c'est mouvant. Ça dépend effectivement, comme on disait, des sociétés, des cultures, la culture effectivement de chacun. Mais dans tous les cas, ça nous permet effectivement d'écrire la réalité et de donner des outils aux gens pour la comprendre et se battre avec. Donc, merci beaucoup, Hélène. Je pense qu'on arrive à la fin, en fait, du panel. Oui. Donc, je vais vous remercier toutes. Oui. Ah oui, oui, pardon. Une question. Alors, on va apporter le micro d'abord. Je vais peut-être la Oui, répéter pour toi, Nadia, parce que je suis pas sûre que tu l'entends. ouais. Ah bon, aussi. J'ai des appareils auditifs, ça va pas très bien. Ah. Mais je vais juste parler fort. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les liens entre l'utopie et la dystopie. C'est-à-dire que, à ma façon de voir, il y a eu par le passé des utopies qui sont devenues des dystopies. C'est-à-dire l'utopie de la science. Ouais, ouais. Aller tout régler, tous les problèmes. Ah, oui. Le problème de l'utopie de l'un, c'est que ça peut être la dystopie de l'autre. Ouais. Est-ce que, Catherine, tu voulais répondre? Ben, pour moi, le problème avec ces deux concepts-là, c'est qu'ils sont un peu unilatéraux, dans le sens que l'utopie, c'est tout est bien, on a toutes les solutions, tout va être parfait, et la dystopie, c'est de dire tout va mal. Et c'est jamais ni tout à fait un, ni tout à fait l'autre. Je pense que les réponses qui sont trop tranchées, généralement, laissent pas beaucoup de place à l'imagination, à la nuance. Et c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il ne faut pas chercher une utopie, qu'il ne faut pas chercher un monde parfait, qu'il faut juste chercher un monde meilleur pour commencer, en n'arrivant pas avec des réponses universelles, mais en laissant assez de place pour le côté plus granulaire des choses, en laissant un peu de place pour les aspérités, pour les exceptions, ce genre de choses-là. Puis je pense aussi que c'est peut-être pour ça que je sens qu'on a toutes les trois un léger malaise avec l'étiquette de dystopie, parce que c'est jamais tout à fait ça qu'on fait non plus. Il y a eu toute une vague de littérature dystopique qui était, tu sais, c'est le monde va mal, l'homme est un loup pour l'homme, et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on veut faire. Personne ici. On veut ouvrir des portes. La dystopie et l'utopie
dans l'art, pour moi, sont intéressantes parce qu'elles poussent un peu sur la réalité, puis elles la recadrent, puis elles la structurent d'une certaine façon, mais après, essayer d'appliquer ça à la vie, pour moi, c'est un grand danger. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, ça résonne aussi avec. J'ai pas tout entendu, mais j'ai bien entendu la moitié. Pour moi, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est 4 femmes là à discuter de cela. Et le public, je ne le vois pas, mais je le salue aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, que entre dans la danse de la littérature aussi maintenant des personnes qui n'écrivaient pas ces dystopies il y a un siècle. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des propositions d'utopie ou de dystopie qui sont produites par des personnes qui étaient les tributaires des utopies précédentes. Lorsqu'on écrivait des utopies au XIXe siècle, elles partaient du principe de la domination, pas notamment de la domination des femmes ou des personnes colonisées. Les moyens de produire, les matières premières arrivaient comme par magie et gratuitement. On ne pensait pas les moyens de financer leur extraction. Et jusqu'à maintenant, on ne pense pas comment sont extraites les matières premières qui nous permettent de produire ce que nous avons. Et donc, ce cas la partie de l'humanité qui domine, en fait. Et donc, je crois que effectivement, l'utopie avait toujours sa partie dystopique, mais qui n'était dite par personne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a des personnes qui perdaient dans les dystopies et qui parlent et qui écrivent. Et donc, on ne peut plus écrire une dystopie où tout va bien parce que ça ne marche plus. Il y aura trop c'est trop évident qu'il y a plein de gens qui perdent. Donc, on est obligé d'être davantage dans la nuance. Et je crois que les mouvements littéraires, du coup, qui se créent aujourd'hui, où parlent des groupes qu'on dit minoritaires, sont des groupes qui sont des mouvements qui sont plus intéressants, qui parlent plus à la réalité. Voilà, là, est-ce qu'on peut écrire un futur sans penser les femmes, sans penser les Africains, sans penser cet Afghanistan dont on parlait, sans penser les personnes queer? Est-ce qu'on peut encore faire ça? Et à ce moment-là, on voit bien que les privilèges des uns sont disputés par les aspirations des autres. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, moi, je me sens plus à l'aise, c'est vrai, dans le cadre de l'afrofuturisme, aussi par rapport à l'espace dans lequel je vis, mais parce que on ne pense pas comme un futur. Quand on dit un futur désirable, ça ne veut pas dire que c'est un futur parfait. C'est un futur que l'on peut désirer. Et désirable du point de vue des peuples africains et afrodescendants, ce qui est particulier. C'est-à-dire que quand on dit afrofuturisme, on essaie de placer pour la première fois de l'histoire notre intérêt dans la lunette de la narration. Ce qui est assez révolutionnaire en tant que personne qui a passé toute sa vie à lire des choses écrites du point de vue de personnes blanches. Qui étaient Donc, les c'est défenseurs de l'utopie de certains autres, en fait. Ouais, c'est ça, on était, et on voit bien au moment où on la lit, je crois que tout le monde a vécu ça en lisant, certains romans, on voit bien, on lit, «Ouais, bon, tu gentil, mais ton plat, il arrivait pas tout seul sur ta table, hein». Voilà, donc il y a des moments où on lit des trucs et dit: «Ouais, bon», moi je faisais quand j'étais toute petite que je lisais La Comtesse de Ségur, ça me faisait bien marrer et pour plein de raisons, en fait et donc là maintenant, on a apporté de la complexité et moi je suis très fière de participer à cette, voilà, de voir qu'on est là et qu'on parle. Je sais pas si ça répond à la question de monsieur, mais je crois que ça n'existe plus une dystopie et une utopie. Les deux sont forcément construites, ensemble parce qu'il y a plus de monde dans la conversation. Absolument. Est-ce qu'on fait une dernière question ou on peut s'arrêter là? Très bien. Eh bien, merci Mireille Gagné, Catherine Leroux, Nadia Chonville. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et ben, je crois qu'elle sera visible sur le site, notamment. Voilà, la regarder et la partager. Merci tout le monde, merci au public. Merci pour la diversité. Au revoir.